Bonjour à tous, je suis Quentin, le présentateur du podcast Raconte ta life. Que vous soyez entrepreneur aguerri, créateur ou repreneur d'entreprise, on le sait tous, la compta, c'est pas forcément votre dada. Mais pas de panique. Ici, on vous en dit plus de manière directe, facile d'accès et concrète avec le partage de cas vus et vécus par nos invités. Aujourd'hui, j'accueille Thibaut et Mathilde. Est-ce que vous pouvez prendre quelques instants pour vous présenter ? À toi l'honneur. Salut Quentin. Salut Quentin. Donc moi je suis Thibaut, je suis restaurateur. On a une aventure à deux avec mon épouse sur un premier concept qui s'appelle Daku, qui est une street food coréenne. Et on a eu un petit peu de succès parce qu'on a réussi à ouvrir le deuxième 6 mois après. Et là on a ouvert un troisième concept qui est un coffee shop avec des gourmandises coréennes. Voilà, on voulait un nouveau challenge, donc on a changé un petit peu le concept. Et voilà, j'ai 36 ans, une petite fille et je travaille en couple. Et donc c'est peut-être ça le plus compliqué actuellement dans mon domaine. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Mathilde ? Oui, eh bien moi je suis réalisatrice de films publicitaires et institutionnels. Je suis aussi télépilote drone et je donne des cours aussi à côté dans une école supérieure pour les bachelors audiovisuels. Petite façon de démarrer aussi un peu cet épisode. Si vous pouviez me dire quelle est la tâche dans votre métier que vous aimez le plus faire et celle que vous détestez en fait. Vous le voyez arriver tous les mois ou une fois par an, je ne sais pas, et vous dites non, ça, je m'en occupe, ça va pas être super. Vas-y, Mathilde. Moi, je dirais que ce que je préfère, c'est vraiment la partie de tournage avec mes clients, parce que c'est vrai que c'est la phase où on découvre des nouveaux lieux, on rencontre aussi des personnes, donc ça, c'est vraiment ce pourquoi j'ai fait ce métier-là. Et ce que je dirais que j'aime le moins en tâche, je dirais que c'est un peu, tous les entrepreneurs quasiment disent ça, mais l'administratif, même si c'est pas en fait une tâche que je n'aime pas, parce que étonnamment j'aime bien passer une demi-journée à faire ma TVA, mais c'est juste que j'ai pas forcément le temps de le faire, et ça m'embête que ça prenne le dessus des fois quand j'ai des deadlines. C'est D'accord. juste ça. Pour ma part, la partie que j'aime le plus, c'est surtout la partie développement, business development. Nous, avec mon épouse, on sort d'abord d'école de commerce. Et donc, on a un peu cette fibre-là. Donc, c'est vraiment ça plutôt qui nous motive, qui nous pousse. Et la partie que j'aime le moins, je vais quand même rejoindre Mathilde là-dessus. Et pour être très concret, c'est les factures. Parce que, avec un établissement, c'était encore à peu près gérable. Mais là, avec 3... on a 2-3 factures par jour multipliées par 365 jours. Forcément, il y a des trous dans la raquette. Forcément, le comptable appelle en fin d'année pour les bilans et il nous dit il manque telle facture, sauf que toi, tu regardes, elle date d'il y a 8 mois. Donc, c'est là que c'est un petit peu compliqué et on est dans une phase où justement, on est suffisamment développé pour pouvoir peut-être se structurer avec peut-être des ressources qui seraient dédiées à ça, mais en même temps on est trop petit pour pouvoir avoir une masse salariale qui puisse supporter ce genre de profil. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est les factures et ces choses très, très concrètes qui nous ceinturent un petit peu au quotidien, quoi. Comment tu as pu organiser aujourd'hui ? Donc tu disais tu as 2 structures. Tu es en train d'ouvrir une troisième, elle est peut-être déjà ouverte. Elle est déjà ouverte, on en a 3, ouais. Est-ce que c'est une seule entreprise donc, qui a ces restaurants ou est-ce que chaque restaurant est une entreprise ? Est-ce qu'il y a une holding ? Comment est-ce que c'est géré ? Tu as de la masse salariale, j'imagine, pour gérer un petit peu tous ces restaurants. Comment est-ce que tu t'organises là-dedans ? Est-ce que, comment ça se passe ? Que tu dis l'administratif, les factures. J'imagine qu'effectivement, quand on a 3 restaurants, ça va commencer à s'empiler. Tu parles de structurer un petit peu tout ça. À quel moment est-ce que tu dis, il y a un moment, il faut que je structure peut-être ça différemment ? À quel moment est-ce que tu penses que ça va être intéressant de faire le saut ou qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui ? Alors nous, on s'est structuré tout de suite. En fait, j'avais au moins 5 ou 6 experts comptables parce que les feelings ne passaient pas au début avec les premiers. On sentait qu'ils étaient partants avec nous, mais qu'ils ne comprenaient pas trop forcément le concept, qu'on était juste un client peut-être en plus dans le portefeuille. Et quand on est tombé enfin sur le bon comptable, il nous a vraiment bien aiguillé sur est-ce qu'on fait une SRL, est-ce qu'on fait une SAS, sachant que si vous faites ça, vous avez plus de charges, ça vous pouvez sortir de dividendes, mais du coup vous ne pourrez pas vous payer de salaire mensuel, etc. Donc là, il nous a vraiment aiguillé là-dessus. Donc on est parti sur une SARL par exemple pour la première société, parce que nous le but c'était, par rapport à nos profils, c'était important de nous verser des mensualités, etc. Enfin des salaires mensuels. Et pour la deuxième, il nous a tout de suite aiguillé vers une SAS, comme ça on pouvait avoir 2 structures différentes, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, ce qui est très important, nous, avec notre comptable, c'est qu'il connaît aussi notre situation personnelle. D'accord. Donc il nous a dit, par exemple, pour la holding, ne la créez pas tout de suite, parce que si vous voulez sortir des dividendes, sans rentrer dans les détails, mais c'est plafonné à un certain montant du capital de la holding. Donc on n'a pas créé de holding tout de suite, alors que normalement,
nous, ça aurait dû faire sens dans l'aventure et dans l'étape dans laquelle on était. Donc, il a été de très bons conseils. Donc là, aujourd'hui, on l'a pas encore fait. Mais voilà, on se développe très rapidement et aujourd'hui, on essaye vraiment de structurer ça de façon déjà très opérationnelle et très concrète. Comment au quotidien on peut s'alléger nos tâches. Donc au-delà des 3 structures qu'on a créées, des 3 restaurants qu'on a, on a créé une cuisine centrale qui est à proximité de nos 3 restaurants. D'accord. Comme ça, aujourd'hui, on peut cuisiner le frais le matin, dès 6h du matin. On a quelqu'un qui cuisine, qui reçoit tous les légumes frais, tous les fruits frais pour être très concret, et qui, à 9h, 10h, va les livrer dans les différents restaurants. Nous, ça nous permet d'alléger notre masse salariale, de moins avoir formé le personnel sur place, etc. Donc on commence déjà par des étapes très concrètes sur comment on peut alléger tout ça et processer tout ça. Donc aujourd'hui, 3 structures différentes. La 3e, c'est une SAS aussi? C'est une SAS aussi, dans justement l'optique de faire une holding, parce que D'accord, les sociétés sont des SAS à la base et la holding est une SARL. Ok, parfait. Voilà. Mathilde, de ton côté? Moi, rien à voir, parce que c'est vrai que je suis toute seule. Et même si les 3 premières années, je saurais pas comment dire, mais ça a pris de l'ampleur. Chaque année, à chaque fois, je doublais mon chiffre d'affaires. Moi, c'est l'inverse. J'ai décidé de ralentir et pour diverses raisons. Et donc, je verrai si plus tard, justement, je veux agrandir ou pas, parce que c'était mon objectif d'avoir une société derrière, d'engager du monde. Mais là, pour l'instant, je ralentis justement un petit peu et ça me convient pour l'instant très bien. Ok, très bien. Donc encore en entreprise? Exactement, encore en micro. Et puis, j'ai pas de comptable parce que je connais un peu des comptables à côté. Donc, des fois, j'ai des très bons conseils. Et donc, ouais, non, c'est vrai que par contre, je suis passée par toutes les étapes, je pense, au niveau administratif. Toutes les erreurs à faire, je pense que je les ai faites. D'accord. Et donc, maintenant, c'est vrai que c'est génial parce que quand j'ai des amis ou des connaissances qui se lancent, ou même mes élèves, et quand ils veulent se lancer, pareil, je les guide un petit peu, je leur dis quoi faire. C'est des petits détails, mais sur les factures, il faut absolument le EI, par exemple, Oui. des petites choses comme ça. Donc voilà, ça j'ai vu au fur et à mesure après. Top, merci. Quand tu parlais de ta présentation aussi, tu parlais que c'était quelque chose, une aventure que tu as montée avec ta femme. Comment est-ce qu'on gère une aventure entrepreneuriale en couple? On le subit. Parce que aujourd'hui, c'est aussi de par la nature de notre métier et de nos structures, c'est que 2 de nos 3 restaurants sont ouverts 7/7. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça commence à 8h30 le matin avec des problèmes de livraison éventuellement, des arrêts maladie, des problèmes de stockage, une machine qui est cassée. Et ça s'arrête à 22h30 quand on lit les chiffres de la journée, quand on a un débrief du staff ou quand il y a des questions pour le lendemain. Et donc c'est là que c'est compliqué de couper parce que autant on a essayé vraiment de siloter chacun nos sujets, mais il y a forcément des choses qu'on a en commun ou des décisions stratégiques qu'on doit prendre ensemble. Et donc, même si à 18h on se dit on ne parle plus travail, à partir du moment où on va chercher notre fille à la crèche, et forcément, quand à 19h il y a quelqu'un qui nous appelle en disant « Ah Thibaut, il va manquer ça, on n'a plus ça, sur ça on est sold out », on est obligé peut-être d'en parler avec sa femme ou pas, on essaye de ne pas le faire. Mais donc, c'est ça qui est très compliqué de travailler en couple, c'est que ça ne s'arrête vraiment jamais et que ça peut être un petit peu aliénant. Mais voilà, le but, c'est vraiment de fixer des règles, d'essayer de s'y tenir au maximum, et même en amont au travail, d'essayer comme je le disais, de processer au maximum, de rationaliser et de déléguer pour pouvoir afin que les problèmes n'arrivent pas à la maison en fait. D'accord. Du coup, c'est surtout comme ça qu'on essaye de fonctionner pour anticiper au maximum les problèmes et qui débarquent pas comme ça dans le couple. Ça ne va pas être facile de séparer la vie pro et la vie perso là, effectivement. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on travaille ensemble. Alors, on n'est pas forcément dans les mêmes restaurants au même moment. On évite justement pour avoir des choses aussi à se raconter le soir et pour pas avoir à se marcher dessus. Mais c'est pas forcément simple tout le temps. Typiquement, les vacances, c'est possible ou ça reste encore compliqué? Ça peut être compliqué parce qu'aujourd'hui, et c'est nos choix, mais on a recruté quand même pas mal de monde et ça c'est une grosse masse salariale et il faut pouvoir les payer. Donc, si on ferme, pas d'argent. donc, on essaye d'être ouvert le maximum. En plus, une de nos structures, elle est dans un food hall et donc ça veut dire qu'on a signé un cahier des charges aussi. Donc, il y a une des structures où on a un calendrier qui est strict. On a un peu
y a un peu de delta, c'est-à-dire on peut fermer un jour ou deux comme ça, voilà, c'est en bonne entente, mais il y a des périodes fortes comme Noël ou tout ça, on pourrait se dire, ah bah tiens, on va fermer. Bah non, parce que le Food il a prévu peut-être un event ou deux et il attend à ce que tout le monde soit ouvert. Donc non, ça s'arrête jamais vraiment, mais c'est aussi nos choix de vie, hein, et nos choix professionnels, c'est qu'on veut ouvrir le maximum parce qu'en fait on a plein d'autres projets derrière et qu'aujourd'hui on a la possibilité d'ouvrir, mais on essaye quand même 1 ou 2 fois par an de tout fermer en même temps, mais c'est pas simple. Ok. La restauration, métier passion, souvent c'est le cas. Ouais, passion pour ma femme, ça c'est certain. Elle avait une vraie passion pour la gastronomie et puis pour faire découvrir en fait aux Français la gastronomie coréenne, puisqu'elle est coréenne. Moi, je l'ai suivie un petit peu derrière et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris et elle m'a donné envie de cuisiner aussi. Mais ce qui me motivait le plus, et elle aussi d'ailleurs, c'était davantage de développer nos commerces et de vraiment... la culture coréenne et la gastronomie coréenne est vraiment une belle gastronomie qu'on avait envie de partager. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi, nous, Nantes, pour pouvoir s'étendre, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait très peu de concepts là-dessus. Et donc voilà, il y avait une vraie volonté. Donc c'était à la fois la passion, effectivement, de la cuisine, mais aussi du développement, parce qu'on avait cette fibre entrepreneuriale. D'accord. Et juste petite question, mais est-ce que vous cuisinez toujours pour vous, juste chez vous ? C'est vrai qu'on a moins envie de cuisiner quand on arrive à la maison, mais alors au début, quand on commence en cuisine, nous on arrivait, moi je sortais de cabinet de conseil, mon épouse pareil. On se dit, on va faire notre petite popote avec notre musique, ça va être très sympa dans la restauration, on va s'éclater, etc. Puis en fait, très vite, tu es face à une réalité, il faut faire du volume, il faut faire du chiffre, parce que sinon, il y a tout à payer, il y a ton loyer, il y a des charges fixes, il y a plein de clients qui arrivent, et en fait, tu passes de ta petite casserole où tu t'imagines à la grosse marmite, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut faire du volume. Et c'est ça qui est vraiment pas simple. Mais une fois qu'après, on a pris le pli et qu'on a réussi à bien processer tout ça, c'est beaucoup plus facile. Ok. Mathilde, ton côté, métier passion ? Oui, de base, moi, c'est vrai que je suis passionnée par ça et c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai fait mes études aussi là-dedans. Sauf que quand on fait un métier passion, c'est pour ça que je te demandais si toi justement tu continues à cuisiner, parce que moi par exemple je vois que je filme beaucoup moins de manière personnelle, que ce soit en famille avec mes amis, parce que justement en fait ça prend déjà tellement une part importante dans ma vie qu'au final je fais moins de vlogs que je pouvais le faire avant, des choses comme ça. Mais donc oui, métier passion, mais justement moi j'arrivais pas à trouver cette limite, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années, j'ai pas eu de vie perso et il y avait que ma vie pro justement où je faisais des nuits de montage parce que justement pour moi c'était le plus important, c'était cette passion-là de pouvoir en vivre et sauf que au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a d'autres choses aussi à côté que forcément vivre de sa passion, même si c'est déjà génial, mais il faut pouvoir vivre tout court. Voilà. Donc savoir remettre un petit peu aussi des moments où on se dit, je posais la question des vacances tout à l'heure, des moments où on se dit, ok, là, j'arrête, c'est normal, ça. Tout va bien, c'est pas, je dois pas me sentir coupable de faire un break dans mon activité d'entrepreneur solo, ou pas, mais voilà. Qu'est-ce que tu as pu dealer avec toi-même pour te dire à un moment, là, il faut que je sache mettre mes limites parce que je dois aussi apprendre à me donner du temps? Alors dealer, je sais pas vraiment si je vais répondre à ta question ou pas, mais en tout cas je sais qu'il y a eu une sorte de gros déclic où justement il y a 3 ans où je me vois très bien justement dans une chambre d'hôtel à Paris où j'ai un client qui m'appelle à 22h, où je donnais pas de limite, on m'appelait très tard le soir, où justement j'enchaînais les tournages, les montages, et c'est juste là je me suis dit non en fait j'ai pas envie de continuer à vivre comme ça parce que même si c'est ma passion, et là ça commence à me prendre en fait trop d'énergie et après au niveau de moi ce que je ressors dans mes vidéos aussi c'est pas forcément ce que j'aimerais faire ressentir donc c'est vrai que j'ai eu toute une sorte de gros basculement
Et donc beaucoup de changements parce que j'ai décidé déjà de faire un gros tour d'Europe. Donc je me suis pris 2 mois pour moi, j'ai fait un tour d'Europe. Et donc maintenant chaque année je sais que je me prends des grosses vacances aussi pour faire un break, ce que je m'accordais pas du tout avant. Donc ça fait du bien, même si en off tout à l'heure je te disais que je prends quand même mon ordinateur des fois au cas où. Oui. Mais ça je pense qu'on peut pas trop lâcher. Et puis à côté aussi j'avais fait les démarches pour prendre une alternante pour justement déléguer un peu, parce que c'est la phase que j'ai toujours eu du mal en fait à faire, déléguer. Et puis aussi, ça peut paraître étonnant, mais je me suis pris un chien. Donc depuis 2 ans, j'ai un petit chien qui m'accompagne. Et c'est vrai qu'il peut même m'accompagner des fois sur certains tournages, quand les clients, bien sûr, le savent et sont OK. Mais ça me permet de me raccrocher des fois à la réalité. C'est-à-dire que avant je pouvais très bien faire des journées de 24 heures et pas du tout décrocher. Et là au moins je sais que faut sortir Teddy, et moi aussi ça me fait prendre l'air et ça me fait vachement de bien. À ce moment-là, t'as eu peur d'être dégoûtée de ta passion ? C'est presque arrivé à un moment, donc justement c'est grâce à tout ça où je me suis un peu redressée. Et où ça m'a fait vachement de bien. Et il y a eu une autre chose, c'est que avant je donnais pas forcément de cours. Et donc là j'enseigne quand même depuis 2-3 ans. Et ça, partager sa passion, je pense que ça m'a fait vachement de bien aussi, de voir que c'est quelque chose qui m'anime. Mes étudiants le ressentent aussi normalement. Et donc j'adore partager, et je me suis dit quand même j'ai pas envie d'arriver à me dégoûter justement de cette passion-là. Ok, parfait. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui a été, dans votre carrière d'entrepreneur, qu'est-ce qui a pu être, on va dire, le point de blocage ou la problématique? On parlait un petit peu des problématiques administratives comme étant quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire, parce que, je disais en intro, vous avez tous les deux confirmé, il y a la passion, ce pourquoi on fait ce métier. Et après, il y a l'admin, ce truc pour lequel on est obligé de faire pour pouvoir faire ce métier. Est-ce qu'en dehors de l'administratif, vous avez eu des points de blocage ou des moments de doute en me disant ça, je ne suis pas sûr de passer cette montagne, je ne suis pas sûr d'y arriver, ça m'a un peu remis en doute le projet, le pourquoi, le comment, et comment est-ce qu'on passe par-dessus ça? Comment est-ce qu'on surmonte? Honnêtement, je ne vois pas vraiment de gros points de blocage où je me suis dit... projet qu'on a eu avec mon épouse de nous lancer dans la restauration un peu du jour au lendemain me paraissait une montagne, mais on s'est toujours dit que c'était faisable. Le seul point qui aurait pu être un blocage, et on aurait sauté sans parachute, c'était si on n'avait pas eu la rupture conventionnelle de nos anciens employeurs, qu'on a réussi à obtenir. C'est pour ça qu'on s'est lancé. Ça aurait été un gros point de blocage, je pense, parce qu'effectivement, il aurait fallu être rentable tout de suite, sachant qu'avant d'être rentable, faut trouver un local, et trouver un local, on peut le trouver en 2 mois comme on peut le trouver en 2 ans. J'ai pas eu énormément de points de blocage où je me suis dit, tiens, ça va me mettre vraiment un frein, ou ça va arrêter complètement le projet. D'accord. Donc, il y a eu des difficultés, mais... Il y a eu des grosses difficultés, évidemment, mais il n'y a pas eu un point en particulier qui a fait que le projet pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Sur la partie développement, peut-être davantage. Par exemple, là, on essaye d'ouvrir notre 4e restaurant. C'est un autre concept encore qu'on essaye. On aime bien se lancer des nouveaux défis plutôt que répéter la même chose. Et c'est là où notre comptable, du coup, a été pour le coup d'une aide énorme. Comme il connaissait aussi notre vie perso un petit peu et nos projets perso, on était dans le process d'achat d'une maison. Et forcément, qui dit process d'achat d'une maison dit qu'on va peut-être prendre un petit peu plus d'argent de nos sociétés pour pouvoir financer notre projet. Et en parallèle, on avait ce projet de 4e restaurant. Et nous, avec nos petits calculs à la maison sur notre petit tableur Excel, on s'est dit tiens, ça semble possible, etc. Et là, le comptable est arrivé, parce qu'évidemment, on lui en a parlé. Il nous a dit attention, souvenez-vous que l'année dernière, sur tel restaurant, vous vous êtes agrandi, donc ça vous avez fait un beau pourcentage. Donc ça veut dire que vous allez avoir un IS, un impôt sur la société beaucoup plus fort. Est-ce que vous y avez pensé? Non, on n'y avait pas pensé. Il me dit ouais, même avec ça passerait peut-être, mais du coup, si vous avez un pépin, tout peut partir un peu à volo. Donc là, le comptable nous a un peu sauvés. Donc il a fallu refaire le choix entre notre 4e projet, où on avait pourtant trouvé un local, on était avec les architectes, on était en train de réfléchir et tout ça, et la maison qui nous tendait les bras, où notre offre avait été acceptée. Donc voilà, c'est des choix plus comme ça qui du coup nous ont bloqués dans le cadre de notre développement business, parce qu'on a fait le choix de la maison. Là, c'est des vrais freins et des vrais blocages, parce qu'il faut tout refaire, parce qu'évidemment, tout ce que l'architecte a fait, ou tout ce qu'on a pu calculer comme prévisionnel ou plan de financement, ça ne tient plus du tout, parce que tout est lié au local. Donc là-dessus, ça peut être
Ça a été compliqué, par exemple. D'accord. Donc merci au comptable d'avoir levé le drapeau en mode attention. Ça. Merci au comptable qui nous a dit vos calculs ont l'air bons, mais il vous manque une ligne là. Ça risque de piquer un petit peu. Voilà, et du coup, non, on n'y avait pas pensé, c'est vrai. Voilà. Ok. Mathieu, de ton côté, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça va être compliqué à passer, mais je m'accroche, ou il y a vraiment de doute Pas forcément, non. Non, il y a juste eu, on parlait de l'administratif. Je sais que par exemple, je les ai relancés 3-4 fois pour changer d'adresse et ça n'a jamais fonctionné. Ok. Mais autrement, donc non, ça j'ai reste pas des petits forcément... trucs, mais ok. Ouais, c'est ça. Non, je vois pas trop. Ok, top. Dans vos parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, un élément, une organisation, une personne ou des personnes qui ont vraiment pu être là pour vous accompagner et vous aider, grosso modo? Est-ce que quand on est entrepreneur et bien accompagné ou bien entouré, ça sauve des vies, j'ai envie de dire, d'une entreprise? Mais est-ce qu'il y a une histoire comme ça? Est-ce que vous avez dit à un moment, oh là, c'est bien compliqué, il y a quelqu'un qui arrive en disant, mais attends, t'inquiète, je m'occupe de ça, ou alors financièrement une banque ou un programme, la BPI, quelque chose comme ça qui a pu... Alors moi, c'est pas tant financièrement, mais c'est vraiment toujours le côté humain. Pareil, il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre des bureaux avec d'autres personnes en fait, et donc rien que maintenant, je sais que je bosse que dans ces bureaux-là, ça me permet de voir du monde, d'avoir des liens avec d'autres personnes à côté, et en même temps, je me suis mis dans un réseau d'entreprises de ma ville, et pareil, ça permet de voir du monde chaque mois, de pouvoir débriefer avec eux, de eux ce qui se passe dans leur entreprise et moi de ce qui se passe dans la mienne. Mais je pense que l'erreur qu'on peut faire au départ, c'est peut-être même quand on vit de sa passion, en fait, de tout garder pour soi et pas forcément partager avec d'autres personnes qui vivent aussi d'autres choses. Ça fait du bien aussi. Donc moi, je pense que c'est plutôt ce côté-là. J'ai pas eu forcément le côté financier dont tu parlais, mais vraiment le côté humain. Se raccrocher à des réseaux, bien s'ouvrir en fait, même aller faire des déj avec des free. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent et faut pas rester tout seul dans son coin. Donc quand on est entrepreneur solo, en fait, faut savoir qu'il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ouais, c'est solo, mais avec Exactement. Un collectif, avec un élément, avec un groupe, avec quelque chose. C'est ça. Oui. Je pense qu'effectivement, c'est assez important. Enfin, je me permets de rebondir, mais moi, j'ai pu effectivement discuter avec des gens qui étaient dans des métiers où ils pensaient qu'ils étaient seuls. Et ils se sont retrouvés, professionnellement parlant, à des moments où ils n'étaient pas sûrs de savoir comment passer une problématique professionnelle. Et un jour, le déclic, c'était de se dire, mais en fait, je peux discuter avec mes pairs. Et en fait, ils sont aperçus, tout le monde était très très prêt et volontaire de discuter des mêmes problèmes que ces gens avaient. Et juste le fait de partager les expériences, ça débloquait cette personne. Et puis tout le monde fait, en fait, maintenant, cette personne, elle passe du temps à parler avec tout le monde. Et c'est génial. Donc je sais pas si c'est la même expérience, mais ça va être comme ça. Oui, si, c'est un peu ça. De ton côté? Nous, en fait, au départ, on y allait un petit peu seul. On était peut-être un petit peu trop sûr de nous, parce que voilà, comme on sortait d'école commerce, on s'est dit ça va, on maîtrise les business plans, on maîtrise les études de marché, on a fait tout ça, etc. Et en fait, au fur et à mesure, la restauration, c'est quand même un milieu un petit peu particulier, avec des prix qui bougent souvent, avec des fournisseurs qui ont des prix qui varient énormément, des locaux, il suffit qu'ils soient à 100 mètres de différence, pourtant les loyers triplent, voilà, et tout ça, c'est un monde qu'on a un petit peu découvert. Donc on est redescendu un peu et puis on a décidé d'aller voir un coach spécialisé dans la restauration. Okay. Donc c'est quelqu'un dont on avait entendu parler 2-3 fois, soit par les agents immobiliers, soit par des collègues restaurateurs qu'on était allés voir, etc. et qui nous a dit tu devrais contacter un tel. Et donc on est allé le voir et en fait il a été d'une aide énorme parce que c'était quelqu'un qui connaissait très bien Nantes, qui connaissait un petit peu les quartiers, parce que nous on débarquait de Paris en se disant tiens là il y a du monde, ça a l'air de marcher, mais en fait il nous a dit non attention, là pendant l'hiver il n'y a plus personne, etc. Il nous a beaucoup aidé sur les TVA, sur ce genre de choses, parce que voilà, sur de l'emporter, sur de la livraison, sur du surplace, si c'est ouvert, si c'est à consommer maintenant, les TVA varient, ça on s'est dit c'est une TVA à 5,5, il n'y a pas de problème, mais non en fait tout peut changer. Il nous a donné aussi beaucoup de contacts pour des artisans, pour justement des cabinets d'experts comptables, ce genre de choses. Donc en fait, pour nous, ça a été un petit billet à mettre, mais en fait qui a été très très vite rentabilisé parce qu'il nous a beaucoup rassurés, il nous a beaucoup aidés et il nous a surtout évité quelques peut-être mauvaises décisions, de faire des offres sur des mauvais locaux ou partir peut-être avec des mauvais fournisseurs.
Donc là-dessus, on était très content d'avoir fait ce choix-là. Et on est aussi allé voir des organismes de financement type BPI ou France Active pour avoir aussi des conseils, parce qu'en fait, ils proposent du mentoring et ce genre de choses. Ça rassure aussi les banques quand on va chercher du financement, parce que c'est des organismes qui contrôlent peut-être davantage même que les banques les différents plans de financement ou les différents prévisionnels. Donc ça aussi, ça a été un vrai plus. Et aujourd'hui, l'étape, ce serait peut-être de davantage nous inscrire dans ces réseaux d'entrepreneurs. On n'est peut-être pas encore assez présent. Les 2-3 fois où j'ai essayé d'aller à des réunions, souvent il y avait un arrêt maladie ou un truc qui était cassé dans un magasin, donc j'avais dû annuler, mais c'est vraiment un truc qu'on doit commencer à travailler nous aussi de notre côté. D'accord. Là-dessus, ce réseau-là. Tu disais que vous aviez tous les deux fait une école de commerce, vous avez fait une société de conseil. Du coup, on peut dire que vous n'êtes pas venu de la restauration par la restauration, mais plutôt par le côté business. C'est ça. Comment est-ce qu'on voit les business, etc. Est-ce que tu te sens qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ça t'a... Est-ce que tu aurais préféré démarrer en venant de la restauration? Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile? Ou est-ce que justement, le fait que tu sois business savvy, on va dire, en utilisant des termes anglais, tu penses que ça t'a plutôt aidé justement sur ces problématiques-là que tu viens... Pour le coup, c'est vraiment du 50-50. C'est soit on est restaurateur et du coup on a cette partie-là et cette fibre-là et peut-être qu'on est moins dans l'administratif, on a moins d'appétence pour le côté business development. Soit on arrive comme moi d'école de commerce et on a vraiment cette fibre-là et du coup la restauration on n'y connaît pas grand-chose. Donc c'est très rare les profils qui ont un peu la double compétence. Donc nous on a eu la chance de réussir à nous en sortir sur la partie restauration. Mais c'est des choses qui ne sont pas simples à appréhender. Nous, en tout cas, la restauration au début, même si on aimait ça, mais il y a restauration et il y a faire la cuisine chez soi. Au début, nous, on était peut-être un peu trop cuisine chez soi, même si au démarrage de notre projet, on était dans un petit appartement parisien, on avait acheté une friteuse semi-professionnelle pour nous entraîner à faire du volume, on avait créé un compte Instagram où on vendait nos plats au prix de la matière première. Et on avait une trentaine de demandes et on descendait avec nos petits sacs en bas de l'immeuble à donner à une trentaine de personnes nos petits sacs. Et c'est comme ça qu'on s'est entraîné à faire du volume. On rentrait, on montait dans l'appartement, ça sentait la friteuse partout. Je ne comprends pas trop comment les voisins d'ailleurs n'ont pas appelé à un moment donné. Mais... Donc c'est comme ça qu'on s'est entraîné. Mais même si tu essayes de l'anticiper, le grand saut il est quand même un peu délicat parce qu'il y a... il y a du volume, il y a les exigences clients, il y a tous les trucs qu'on n'aurait pas forcément anticipés. Et ça, n'ayant pas fait de restauration, ça c'était très compliqué au début. Et quand je croise des collègues restaurateurs dans la rue qui, eux, pour le coup, n'ont pas fait d'école de commerce, chapeau à eux parce que c'est des parties à appréhender qui sont vraiment pas simples quand on commence la restauration par le côté, quand on est vraiment restaurateur de base. Et c'est des choses qu'ils apprennent eux aussi sur le tas et c'est pas vraiment facile pour eux non plus. Ouais. Ok, top. Du coup, Mathilde, de ton côté, comment ça... Est-ce que toi, du coup, tu penses que comme tu es venu du côté justement métier, sans avoir le côté business, ça a été une difficulté ou c'est aujourd'hui une difficulté justement pour trouver ses clients, étant justement ce réseau de clients possible, des prospects, comment est-ce que tu les gères? Est-ce que tu gères ça un peu comme avec un CRM, tu as des numéros de téléphone, tu les appelles, tu leur rappelles, tu fais des emailing, tu fais des événements dans des écoles ou autres pour dire que tu es là? Pas vraiment de tout ça, non. Mais j'ai pas eu justement, et c'est ça qui est délicat parce que je sais que souvent les auto-entrepreneurs passent par ces difficultés-là, mais moi j'ai jamais eu à démarcher ou quoi que ce soit des clients. C'est-à-dire que j'ai lancé ma boîte directement après mon master d'audiovisuel et j'avais fait en fait des gros stages qui ont fait que l'un de mes maîtres de stage en fait m'a redonné derrière un contrat et petit à petit ça a fait boule de neige en fait et par exemple je pouvais filmer une personne et puis ses connaissances voulaient la vidéaste d'eux et donc j'ai pas eu besoin en fait de prospecter ce que j'aime pas forcément d'ailleurs donc c'est très bien mais non tout s'est fait un peu naturellement donc il n'y a pas eu ce souci là. Après peut-être que dans ce que tu dis avec le côté téléphone et tout ça c'est que forcément quand on a un nouveau prospect au téléphone faut savoir se vendre, faut quand même réussir à dire en quoi nous on est différent par rapport à un autre vidéaste. C'est des petits détails mais même des fois il suffit qu'il ait deux autres vidéastes à côté, ils se disent je prends le moins cher, faut expliquer en fait pourquoi nous on est légèrement plus cher par rapport à l'autre et qu'est-ce qu'on lui apporte de plus. Donc il y a toutes ces étapes là et ça c'est vrai que
vu que moi j'ai toujours voulu être entrepreneuse, c'est des choses qui ont un peu coulé de source et j'ai pas eu ce gros problème entre les deux casquettes. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une aventure, je pense, qu'on peut dire ça comme conclusion. Ça a l'air d'être à peu près juste. Qu'on démarre un restaurant, puis un deuxième, puis un troisième, et qu'on travaille en couple, ou qu'on démarre solo et qu'on se retrouve justement avec tellement de contrats qu'à un moment, on doit se dire soi-même, se donner de ses limites. Stop, là, j'arrête. Il y a un moment, il faut que je dorme ou je prenne des vacances. Sinon, je pourrais travailler toute ma vie et je passerais peut-être un peu à côté de quelque chose. Enfin, en tout cas, d'autres choses. Mais j'imagine que Teddy t'aide beaucoup à remettre un petit peu les choses au centre. Je vous remercie beaucoup pour ce partage de témoignages. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Raconte ta Life. Et puis à très bientôt. Et encore une fois, merci à vous. Merci Quentin.